dont vous êtes l'invité, Philippe Juvin. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes entrés dans le deuxième mois de la guerre menée contre l'Iran par les États-Unis et Israël et celle contre le Hezbollah par Israël. Faut-il s'en féliciter ou au contraire regretter une entorse au droit international? Au-delà, faut-il craindre un choc économique? Comment l'anticiper et comment y répondre? Mais d'abord, pour commencer, Philippe Juvin, diriez-vous que la guerre donc menée par les États-Unis et Israël contre le régime des Mollahs est une guerre juste et une guerre justifiée? Écoutez, moi je n'aime pas beaucoup Donald Trump, mais dire que appeler le droit international à la rescousse de l'Iran, c'est un peu gonflé. Regardons d'abord le droit. Le droit dit quoi? Le droit dit, charte des Nations Unies, article 2, on ne peut pas user de la violence, sauf à deux exceptions, avec l'accord du Conseil de sécurité, c'est pas le cas, ou en cas de légitime défense. Et tout le débat entre juristes, c'est y a-t-il légitime défense? Considérant que l'Iran arme des proxys, que l'Iran, depuis des décennies, appelle à la destruction de l'État d'Israël, considérant que l'Iran soutient le Hamas, les Américains considèrent qu'il y a de légitime défense, les Israéliens aussi, c'est une affaire de juristes en réalité. Donc c'est juste et justifié. Non mais en réalité, quand on dit, c'est juridiquement valable ou c'est juridiquement invalide, on ne fait pas de droit, on fait de la politique. Donc moi je dis simplement que l'Iran récolte actuellement les fruits de la violence qu'elle a semée depuis 40 ans. En gros, vous dites que vous faites le constat que depuis 47 ans, l'Iran souhaite détruire Israël à la manière d'Hitler, qui avait promis l'extermination des Juifs avec le Mein Kampf en 1925 avant de mettre ses menaces à exécution. Non, elle ne souhaite pas détruire. Elle fait en sorte de la détruire, puisque je vous rappelle que le Hamas, elle fait en sorte, et qui est au sud du Liban, bombarde très régulièrement Donc Israël. il faut considérer qu'il était temps de mettre fin à cette menace. Ça s'appelle la légitime défense. La légitime défense. Ça veut dire que le monde serait plus sûr si les Mollahs n'avaient pas la bombe atomique. Alors le monde serait plus sûr et l'Iran serait plus sûr. Je crois que les Iraniens, en Iran, c'est 1500 pendaisons, championnes du monde de la peine de mort. Et donc les premiers intéressés à la chute du régime des Mollahs, ce n'est pas nous, ce n'est pas les Israéliens, ce n'est pas les Américains, c'est le peuple iranien. Ça veut dire que, quelque part, les États-Unis et Israël font le sale boulot que les pays occidentaux n'ont pas fait depuis des dizaines d'années? Oui, on peut dire cela, et on peut aussi se dire que ça doit interroger l'Europe sur sa capacité à agir sur les affaires du monde. Il est temps que l'Europe ne se considère plus simplement comme un marché unique, qui fonctionne plutôt bien, mais comme une puissance, et nous n'avons pas les attributs ni la volonté de la puissance. La volonté et le financement. Et les moyens, et les le budget, les moyens. La guerre s'est menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran. Quelque part, c'est notre guerre, c'est la guerre de la France. Encore une fois, je vous répète ce que je viens de vous dire. Nous avons intérêt, évidemment, à ce que le régime iranien tombe. Le problème immédiat, c'est que la guerre telle qu'elle a été déclenchée tout seul par Donald Trump, parce qu'on a un petit sujet aussi. Sommes-nous vraiment alliés des États-Unis? Quand vous êtes alliés, on se met au courant de ce qui se passe. Nous découvrons la guerre, et actuellement, la guerre nous coûte cher. Elle nous coûte cher à la pompe. On va en parler, on va parler de ça. On va en parler, mais elle nous coûte cher en matière d'économie générale. Donc là, il y a un gros sujet à évoquer. Mais d'abord, pourquoi je vous pose cette question? Est-ce que c'est notre guerre? Parce qu'il y a eu cette tentative d'attentat déjoué dans la nuit de vendredi à samedi contre la Bank of America à Paris, au sujet duquel Laurent Nunez fait le lien, c'était hier sur BFM, avec la guerre au Moyen-Orient. Est-ce qu'il faut craindre des actes terroristes commandités par le régime des Mollahs en France et ailleurs, en Europe d'ailleurs? Je suis comme vous, je n'ai pas accès à des informations confidentielles. Je lis ce que disent les services de sécurité français. Ils disent que la menace terroriste a augmenté en France suite à la guerre. Comme vous le savez, l'Iran est une puissance qui mène la guerre aussi par État terroriste, proxy, y compris le Hamas, qui est le plus connu, mais simplement des groupes terroristes aussi. Donc oui, il y a manifestement un danger. Un mois après le déclenchement de la guerre contre l'Iran, la chute du régime des Mollahs est-elle, selon vous, inévitable? Et surtout, dites-vous qu'elle sera un bienfait pour l'ensemble de la planète. Alors, un bienfait, je viens de le dire, donc je ne vais pas vous le répéter, mais est-ce qu'elle est inévitable? Encore une fois, je l'ignore, d'autant plus, et c'est tout le problème de Donald Trump, c'est que demain, s'il continue la guerre, on ne sera pas surpris. S'il l'arrête, on ne sera pas surpris. Le problème de Donald Trump, c'est que personne ne le connaît et personne n'est capable de connaître la ligne de sa politique. Elle est troublante, sa position, sa politique. C'est une très grande source d'inquiétude. Quand vous avez un allié, et en plus quand cet allié part en guerre, et quand cet allié vous demande de le suivre en guerre, c'est ça qu'il a fait. Il a demandé aux Français, aux Européens de le suivre en guerre. Vous voulez une ligne directrice. Où va-t-on? Quel est le but de la guerre? Moi, je ne le connais pas aujourd'hui. Il devrait être quoi, d'après vous? Il faut que le but soit clair.
Si le but, c'est de faire tomber le régime, on se donne les moyens de faire tomber le régime. Et vous souhaitez que le but, ce soit de faire tomber le régime ? Bien sûr. Qui peut souhaiter le maintien, à part quelques personnes qui mettent une interprétation particulière du droit avant la vie humaine. Évidemment, nous sommes tous les gens normaux et de bonne volonté devraient souhaiter la chute du régime des Mollahs, qui à la fois mettrait de la paix en Europe, mettrait de la paix au Moyen-Orient. Moi, je connais très bien le Liban, je connais très bien Israël. Je vais dans ces deux pays très souvent, et en particulier au sud Liban, où j'ai créé un concours de la francophonie, dans cette zone qui est tenue à la fois par le Hamas et par la FINUL. C'est comme une le Hezbollah, vous dites. Le Hezbollah, pardon, Ouais. et la FINUL. 800 soldats français. Hein. Je suis frappé de voir que, au fond, tout le monde là-bas est paralysé par l'existence du Hezbollah, qui en permanence gêne même l'armée libanaise dans ses mouvements. L'armée libanaise est soumise aux dispositions politiques et militaires du Hezbollah. Ça veut dire que vous dites que la réponse d'Israël au Hezbollah, qui a commencé par... La disparition du Hezbollah serait une bonne chose pour le Liban, bien entendu. Et les Libanais commencent à s'en apercevoir. Ouais. Et ce serait une bonne chose pour nous, évidemment. Y compris les dirigeants libanais, Premier ministre, Président. Hein. Mais bien sûr. Alors, vous savez que le président libanais est forcément un chrétien. Le président de la Chambre des députés est forcément un chiite. Et donc, il y a forcément des accords politiques là-bas. Le système politique est ainsi fait. Et le Premier ministre est sunnite. Qui a d'ailleurs demandé des négociations directes avec Israël. C'est une grande première. Ah oui, très bien. Mais vous savez que un des éléments qui montre la complexité du sujet, c'est que le général Aoun, qui fut président de la République, après avoir été un très grand résistant face aux Syriens il y a maintenant plusieurs décennies, et même un allié d'Israël. Hein, avait passé un accord avec le Hezbollah. Ouais. Et c'était très troublant parce que cela montrait, en fait, dans ce trouble, la mainmise du Hezbollah sur la vie politique, pas simplement au sud Liban, mais de tout le Liban. Si le Hezbollah disparaît, eh bien, voilà, c'est formidable. Avec des si, il faut voir comment ça va évoluer dans les prochaines semaines. Les Libanais, je crois, changent d'avis et seraient contents de voir disparaître le Hezbollah, qui était arrivé depuis 2006 à se faire passer pour la force de résistance. C'était ça, la victoire idéologique du Hezbollah. Si le Hezbollah perd ça, eh bien, c'est déjà une grande victoire. Certains en France le disent. Hein. Oui, je citerai juste Rima Hassan. Oui, force de résistance, Hezbollah, Hamas, Houthi, ainsi de suite. Et Iran. Ça, ce sont les éléments de langage de l'Iran, bien sûr. Le Hezbollah étant la résistance du peuple libanais. En tout cas, ce sont les éléments de langage de l'Iran, et c'est intéressant de noter que ce sont les éléments de langage de Madame Rima Hassan. Et d'autres chez les filles, beaucoup chez les filles. On en reparlera. Reste qu'aux États-Unis, vous parlez de Donald Trump, le taux d'approbation de la guerre est de seulement 35%. 35%. Mais c'est assez logique. 3 Américains sur Mais c'est logique. 2 Américains sur 3 ne veulent pas de cette guerre. Mais parce qu'on veut... Enfin, la guerre, d'abord, c'est jamais très agréable, mais la guerre a des conséquences, évidemment, vous connaissez, meurtrières. Elle a des conséquences économiques et sociales. Elle va en avoir probablement en France. Donc la guerre a un coût. Et ce coût, on le met en balance avec le bénéfice. Le bénéfice, pour connaître le bénéfice, il faut connaître le but-guerre. Est-ce que vraiment Donald Trump veut faire tomber le régime des Mollahs ? Moi, je n'en suis pas certain. Vous en doutez ? Écoutez, convenez que dans ses expressions publiques, on a un peu tout eu. Ces expressions publiques et celles de son vice-président, du secrétaire d'État, et de tous les gens qui sont autour de lui. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au sein de l'administration américaine ? Mais on se pose, et à la Maison-Blanche ? Est-ce que vous ne craignez pas, par exemple, que la guerre s'arrête brutalement parce que Donald Trump aurait eu comme il dit, un bon deal sur, je ne sais pas, les hydrocarbures, sur la Chine. Et là, c'est le peuple iranien qui paierait. Ma crainte, c'est qu'effectivement, les Iraniens soient les dindons de la farce dans cette affaire, et une farce bien macabre. Bien macabre, parce que si il y a un accord. Hein, vous verrez, il y aura une répression terrible. Répression terrible, désastreuse, catastrophique. Et les pendaisons dont j'ai parlé tout à l'heure refleuriront aux arbres et aux poteaux électriques. Alors, on arrive aux conséquences de cette guerre. Donc, il y a cette guerre, la guerre et ses conséquences dans le monde, et singulièrement en France. Je rappelle que vous êtes rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale. Alors d'abord, conséquences au niveau du prix de l'essence à la pompe. Le gouvernement refuse de baisser les taxes sur le carburant, comme le réclame notamment le Rassemblement national, mais annonce un mini-plan d'aide de 70 millions d'euros aux professionnels les plus touchés, c'est-à-dire les agriculteurs, les pêcheurs et certains transporteurs routiers. Est-ce que vous approuvez ? Et surtout, est-ce que ça peut aller au-delà ? Est-ce qu'on a les moyens d'aller au-delà ? Alors, d'abord, oui, j'approuve, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Précisément, vous approuvez quoi et J'approuve qu'on ait des aides, mais que ces aides soient ciblées
limité dans le temps. Pourquoi 70 millions d'euros Pourquoi avril, hein, pour avril. Pourquoi Parce que si vous prenez par exemple les aides entre 2021 et 2024, il y a eu la crise que vous connaissez, la multiple crise énergétique. Et à l'époque, l'État a dit on va aider les uns et les autres sur l'électricité, sur l'essence, etc. Et donc on rappelle pour nos éditeurs... 21-24. Ouais, on rappelle pour nos éditeurs quel était le montant de 72 milliards. 72 milliards. C'est-à-dire que nous avons, vous, moi, l'État, dépensé 72 milliards pour des aides diverses. Nous n'avons plus... De l'argent jeté par les fenêtres, hein. Je ne sais pas, en tout cas, c'est fait. Ouais. Et ce qui est certain, c'est que nous n'avons plus cet argent. Nous n'avons évidemment pas cet argent. Et il est inimaginable qu'on ait aujourd'hui les mêmes aides qu'on a eues il y a 3 ans. Donc il faut des aides pour certains qui sont des consommateurs prisonniers de l'essence. Je pense aux agriculteurs, aux marins-pêcheurs, probablement à certains gros consommateurs. Et les transporteurs annoncent un mouvement. Le problème, c'est que tout le monde va dire et moi. Dès demain. Mais comme vous le savez, nous sommes dopés à la subvention, nous sommes dopés à la dette. Et malheureusement, cette addiction, il va falloir s'en sevrer. Et le sevrage, c'est toujours difficile. Et moi, je suis rapporteur général du budget. Je suis payé pour vous dire que nous n'avons plus les moyens de faire l'effort de subvention et d'aide que nous avons fait il y a 3 ans. Alors, premier point. Ouais. Deuxième point. Ouais. Le budget que nous avons voté dans la douleur il y a 2 mois est un budget qui est basé sur un prix du baril à 65-66 euros le baril. Là, on dépasse les 100 euros. Donc, ça implique quoi ? Ça implique plusieurs choses. D'abord, que l'inflation va monter. Probablement 100 euros le baril de façon durable. C'est une inflation qui passe de 1 à 2%. C'est une croissance qui chute de 0,25%. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois supprimés. On prévoit une croissance aux alentours de 1%. Donc ça veut dire qu'elle sera en deçà de 0,8%. Bien sûr, ouais, c'est la chute de la croissance. Il y a même des scénarios Banque de France qui montrent que l'inflation pourrait passer alentour de 1 à, je vous ai dit 2, mais ça peut même être, il y a des scénarios à 3,5 d'inflation. Alors attendez, une question, on reparle de ça, mais d'abord, par rapport au prix du litre d'essence à la pompe, certains considèrent que l'État serait un profiteur de crise, je cite les termes de ces... Se ferait de l'argent sur le dos des Français. Oui, des Français du fait du haut niveau des taxes adossées au prix du litre d'essence à la pompe. Est-ce que c'est la bonne grille de lecture ? Non, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Quand vous prenez le prix du SP 95, par exemple, on va dire... du SP sans plomb. Hein. Du sans plomb 95, l'essence. C'est pareil pour le gazole, un peu différemment, mais globalement, on a 50-52% du prix, ce sont des taxes. Et les gens nous disent, et un certain nombre de gens, par exemple le Rassemblement national nous dit, écoutez, forcément, comme le prix de l'essence va augmenter, les taxes vont augmenter, et la recette fiscale va augmenter. Cette recette fiscale, il faut la rétrocéder en français. Bon. En fait, ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que c'est pas vrai, il n'y a pas de surplus fiscal. Non, en fait, il y a un surplus, mais je vous expliquais qu'en réalité, il n'est pas ce que l'on croit. En fait, les taxes, il y a 2 types de taxes. Un tiers des taxes, c'est la TVA. Alors effectivement, quand le prix augmente, la TVA rentre plus. 2 tiers des taxes, c'est ce qu'on appelle des accises. A-C-I-S-E. Les accises, c'est une taxe qui ne dépend pas du prix, qui dépend du volume vendu. Or, si le prix augmente de l'essence, qu'est-ce qui se passe ? La consommation baisse. Et donc, au total... Donc, le volume sera moins important. Les recettes fiscales risquent de baisser. On considère que si le prix de l'essence augmente de 1%, la consommation baisse de 0,2 à 0,4%. Donc, le surplus de recettes qui est réel grâce à la TVA est probablement effacé par la diminution des recettes de l'accise. Et donc, ça veut dire que l'État n'est pas un profiteur de crise. Et j'ajoute que 40% des recettes des taxes et carburants ne vont pas à l'État, mais aux collectivités territoriales. Et région, département. Et donc, tout ça fait que c'est faux de dire qu'il y a une cagnotte. Il n'y a pas de cagnotte. Voilà. La cagnotte, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de toute façon, c'est une vraie fausse cagnotte. Une fausse vraie cagnotte. Monsieur Aziza, une cagnotte alors qu'on paye tout à crédit. Tout ça, c'est une blague. Si on baissait la TVA, ayez ce chiffre en tête, si on baissait la TVA de 20% actuellement à 5%, ça coûterait 1 milliard d'euros par mois. Et ça peut rapporter quoi, 2 centimes oui, en plus. De baisse d'essence en mois par... Mais la TVA, les taxes sur l'essence, c'est la moitié du prix de l'essence, et la TVA, c'est seulement 1/3 de ces taxes. Donc vous voyez qu'en réalité, on ne gagnerait pas grand-chose. Alors au passage, faut-il parler, comme l'a dit mardi devant vous, à la commission des finances, le ministre de l'économie Roland Lescure,
que nous vivons un nouveau choc pétrolier. Ensuite, il a rétropédalé, mais il a quand même parlé d'un nouveau choc pétrolier. Non, mais la réalité, c'est qu'il y a évidemment un choc pétrolier, puisque le prix augmente. Sauf que... Choc pétrolier, vous dites. Hein. Non, mais pourquoi il a rétropédalé ? Il a rétropédalé parce qu'il faut être très prudent dans son expression. Vous savez, c'est l'ancien patron de la réserve américaine qui disait si vous m'avez Greenspan, compris, hein. si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Ce qui Donc veut dire... il s'est trop bien exprimé, le ministre. Ce qui veut dire par là, c'est qu'en disant ça, il peut créer la panique avec les files d'attente aux pompes à essence. Et donc vous dites... Or, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Non, mais vous dites il y a un mini-choc, mais en fait, un nouveau choc pétrolier. Il y a une augmentation du prix, ça va de soi. Il n'y a pas de choc pétrolier au sens où nous allons manquer d'essence. Pourquoi ? Parce que le carburant qui vient du détroit d'Ormuz, c'est quoi ? C'est moins de 20%. Ça concerne surtout la Chine et l'Inde. Hein. C'est moins de 20% de notre consommation. C'est la grande différence d'ailleurs avec la crise de 2022, quand les Russes ont envahi l'Ukraine. À l'époque, nous avions 40% de notre énergie qui venait, surtout le gaz, qui était affectée, qui venait du gaz. Aujourd'hui, on n'a plus ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'on a des capacités de production d'électricité qui ont augmenté de façon considérable. La production d'électricité en France, capacité de production au moment de l'invasion de l'Ukraine, c'était 470 ou 470 TWh, c'est 570 TWh aujourd'hui, ou 540 et 440. En tout cas, on a 20% de capacité de production d'électricité en plus. Donc, nous n'avons pas de risque d'avoir une pénurie d'essence à la pompe. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, mais donc, quand je vous repose la question concernant la déclaration de Roland Lescure, nouveau choc pétrolier, vous dites oui, mais quelles conséquences, justement, précisément c'est une déclaration qui a été téméraire parce qu'elle pouvait laisser entendre qu'il y aurait des files d'attente aux pompes à essence. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de risque de pénurie d'essence. Le risque, c'est que le prix augmente, mais il n'y a pas de risque de pénurie d'essence. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des conséquences au niveau croissance, inflation, situation économique et budgétaire. Quelles conséquences de la guerre en Iran sur tous ces sujets, la croissance, l'inflation sur la croissance, je vous l'ai dit, moins de croissance. Mais c'est certain ou c'est une... Oui, c'est mécanique. En fait, ça va dépendre de la durée. Si la guerre s'arrête demain, parce que M. Trump décide que ça s'arrête, probablement tout ça va se retasser et ça ira mieux. Mais sinon, c'est avec effectivement moins de croissance, plus d'inflation, plus des emplois détruits, bien sûr, de la consommation en moins. 100 euros le baril, c'est 0,6% de consommation en moins. Mais derrière, il y a un sujet plus profond. Mais ça veut dire que le budget 2026, il est obsolète ? Ça veut dire que nous sommes sur des bases qui risquent de ne pas tenir. Sujet plus profond, c'était ça ? Non, le sujet plus profond, c'est qu'il y a des dates de crise qui aujourd'hui pendent au nez du monde et qui sont en train de bouger. Par exemple, il y a une crise qui est pas seulement latente, qui devient patente sur le crédit privé. Vous savez, il y a 20 ans, au moment de la crise des subprimes, il y a un peu moins de 20 ans, on avait dit les banques prêtent trop facilement sans se préoccuper de la solvabilité des gens à qui on prête. Et donc, on avait changé les règles. Mais on n'a pas changé les règles pour le crédit privé. Aujourd'hui, le crédit privé est très fragile et il y a un risque sur la dette privée. Il y a un risque sur les crypto-monnaies. Si demain, les gens se disent brutalement c'est la crise, il faut revenir à des valeurs qui sont plus stables et retirent leurs investissements de la crypto-monnaie, c'est beaucoup d'argent qui va se retrouver dans la nature, en difficulté. Il y a un risque sur l'IA. L'IA, l'intelligence artificielle, nécessite des investissements immenses, considérables, qu'on n'a jamais vus dans le passé, mais avec des rentabilités qui sont de relativement long terme et pour certaines qui ne sont pas certaines. On peut avoir des gens qui brutalement disent « je me retire de l'IA ». Et donc on voit bien qu'il y a des tas de risques qui existent aujourd'hui. Des pans d'économie qui peuvent être atteints. Qui peuvent brutalement, à l'occasion d'une augmentation durable du prix de l'essence, et donc qui aura des effets sur l'inflation, etc., et finalement être des déclencheurs de crise. Et le risque systémique, il est là. Et au niveau immobilier ? Pareillement, quand vous savez, quand le prix des matières premières augmente, quand le pouvoir d'achat diminue, quand les taux augmentent. Parce que vous avez bien compris aussi que le risque, c'est de voir les taux qui augmentent. Aujourd'hui, la France emprunte à des taux qui sont supérieurs à ceux sur lesquels nous avions basé le budget. Si je ne me trompe pas, on est à 3,80%. Oui, et ce sont des taux, on dépasse déjà les taux qu'on s'était fixé max pour la construction du budget 2024. Alors, le budget 2026, donc partant des constats que vous faites, est-ce que ce budget est tenable obsolète est tenable ? Oui,
si la crise ne dure pas trop longtemps, si la crise dure plus longtemps. Mais plus longtemps, ça veut dire quoi? C'est en termes de semaines, en termes de mois, c'est quoi? Personne ne sait répondre à cette question. Non, mais les conséquences, c'est... Non, mais j'ignore si c'est en semaine ou en mois. En tout cas, il y a un petit élément qui peut, pas nous sauver, mais nous donner un peu d'oxygène, qui va nous donner de l'oxygène, c'est que le budget a été construit à la fois sur un prix du baril à 66 €, et là, c'est vrai que c'est fini, sur des taux d'intérêt qui sont déjà dépassés. Donc ça, c'est le problème, c'est le côté problème. Et le côté solution, c'est que le budget a aussi été construit... Une inflation à 1,3%, il me semble. Oui, mais si on arrive à 2-3, vous voyez la difficulté. En revanche, le budget a aussi été construit sur la base d'un déficit de 2025 qui était de 5,4% du PIB. Or, le déficit 2025 ne sera entre guillemets, 5,1. Ça veut dire combien de milliards gagnés? On a gagné 0,3 de PIB, ce qui fait environ 9 bons milliards d'euros. Et donc, on a un peu de marge de sécurité par rapport au budget voté 2026 sur une bonne nouvelle, entre guillemets. 9 milliards. Ouais, sur une bonne nouvelle, entre guillemets, sur la croissance, sur le déficit. Mais ça peut effacer 2025. Tout ce qui fait... Je l'ignore, cela dépendra du taux du baril. Est-ce qu'il sera à 100, 120, 140? Est-ce que ça va durer un mois ou un an? Ce sont tous ces éléments qui permettent, qui doivent nous laisser prudents. En tout cas, s'il faut un budget rectificatif, il faudrait un budget rectificatif. Voilà. Budget rectificatif, il y a quoi comme solution? Budget rectificatif ou premièrement, annulation de crédit? Deuxièmement, annulation de crédit, c'est-à-dire que le gouvernement prend la responsabilité de ne pas débloquer des crédits, c'est-à-dire des dépenses qui ont pourtant été votées par le Parlement. Alors ça râle toujours au Parlement, mais les gouvernements font ça depuis toujours, qu'ils le fussent de droite ou de gauche, ou du centre, ou d'ailleurs. Donc ce sont des outils qu'on a à notre disposition. Mais encore une fois, tout dépendra de l'ampleur. Il faut en tout cas faire le vœu que la guerre s'arrête vite. Plus elle s'arrêtera vite, moins on aura besoin de bidouiller le budget que nous avons voté. Mais pour vous, s'il faut en passer par un bidouillage du budget, il vaut mieux privilégier un budget rectificatif ou une annulation de crédit. Non, mais nous serons à moins d'un an de la présidentielle. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. On voit bien que les décisions sont difficiles à prendre. Vous avez vu que l'accouchement du budget a été quand même complexe. Donc je crois que si on peut avancer par des annulations de crédit, c'est mieux pour le pays que de repartir à l'aventure d'une discussion budgétaire sur un budget nouveau. Alors, par rapport au déficit public, donc 5,1% du des 5,4% du PIB. Du PIB, le Premier ministre Sébastien Lecornu se félicite d'une méthode, la sienne, qui paie. François Bayrou, qui l'a précédé, considère que ce sont les résultats de son gouvernement qui ont permis d'arriver à ce bon, entre guillemets, résultat. Qui dit vrai? Ni l'un ni l'autre. C'est qu'il y a eu un peu plus de croissance. Non, ni l'un ni l'autre. Mais grâce à qui? Grâce à l'activité économique, grâce aux Français qui ont fait des efforts, grâce aux chefs d'entreprise qui ont produit, malgré une fiscalité de plus en plus importante. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est que cette diminution, je rappelle que la diminution de 5,4 à 5,1 n'a été obtenue que par une augmentation des recettes, c'est-à-dire des impôts et des taxes, pas par une baisse des dépenses. Or, on ne pourra pas passer de 5,1 désormais à moins de 3,5% de déficit. On ne pourra pas, chaque année, en faisant plus d'impôts et de taxes. Nous sommes déjà les champions du monde. Donc la seule solution, c'est qu'il faut dépenser moins. Voilà, vous avez proposé de baisser de 6 milliards les dépenses. De l'État. Oui, ça ne suffira pas, mais déjà, il fallait le faire. Ça n'a pas été vraiment fait. Ça n'a pas été voté. Ouais. En fait, j'avais fait la proposition, une des propositions que j'avais faites disait on va faire un rabot sur les dépenses de l'État, puisque finalement, tout le monde nous dit j'arrive pas à baisser la dépense. Dans ces cas-là, en tant que rapporteur général du budget, je disais à tous ces gens intelligents, comme vous n'êtes pas capable de me proposer une diminution de la dépense, je vais vous baisser vos crédits, puis vous vous débrouillerez avec ce que vous avez. Et je voulais baisser de 2,5 le budget de l'État hors régalien, ce qui aurait rapporté environ 6 milliards. Mais j'avais aussi proposé que, par exemple, tous les opérateurs de l'État puissent se contenter de leurs recettes de 2025. Vous voyez, enfin, je veux dire les choses tout à fait solennellement. Le prochain budget de 2027. Alors justement, allez-y, prochain budget. Prochain budget de 2027. Donc le budget de la présidentielle. Nous devons absolument faire en sorte que ce budget cesse d'augmenter les impôts et les taxes et baisse enfin les dépenses. Nous n'arriverons pas à sortir du gouffre dans lequel nous sommes plongés sans baisser la dépense et sans faire en sorte que cette dépense soit mieux organisée. Alors, dépensez moins, dépensez mieux. Si on ne fait pas ça, eh bien en fait, on n'y arrivera pas. Et un jour, il y aura une cure d'austérité qui nous sera imposée de l'extérieur, le FMI, la Commission européenne.
ou nos prêteurs qui vont nous prêter à des taux tellement importants que nous devons prendre des mesures très, 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 très douloureuses. Ou bien nous organisons nous-mêmes la baisse de la dépense, ou bien elle nous est imposée. Alors, vous dites budget 2027, ça voudrait dire dans le cadre du budget 2027. Oui. Alors, on précise les choses. Le premier poste de la dépense, c'est le social. Le deuxième, c'est la santé. Est-ce que vous imaginez le gouvernement proposer du sang et des larmes aux Français dans le cadre du budget 2027 en réduisant les dépenses sociales et les dépenses de santé à quelques mois de la présidentielle? Est-ce que vraiment vous l'imaginez? Écoutez, moi d'abord... Et est-ce que vous imaginez les candidats à la présidentielle accepter ça et défendre cette politique? De toute façon, nous n'avons pas le choix. Dès 2027 ? Si nous ne dépensons pas moins, eh bien en fait, encore une fois, brutalement, un jour, quelqu'un de l'extérieur viendra nous imposer des politiques. Non, mais là, on parle de 2027, du budget 2027. Moi, je dirais simplement à tous les gens intelligents qui veulent être président de la République, et il y en a de nombreux, et il n'y a pas d'ironie dans ma voix, je leur dirais, si vous prétendez vouloir être élu président de la République et mener des politiques de baisse de la dépense à partir d'avril ou mai 2027, quand vous serez président de la République, eh bien, chiche, faites-le dès le budget qu'on votera en novembre 2027. Ça va être compliqué pour quelqu'un qui veut être président de la République en avril 2027, qui va être élu en disant « Moi, je vous promets de baisser la dépense, de ne pas soutenir dès le budget 3 mois avant. Donc le budget, je vais en faire un révélateur. » Non, mais ce n'est pas du sang et les larmes. Le sang et les larmes, il arrivera, monsieur Aziza. Les sangs et les larmes arriveront, évidemment, si nous ne prenons pas nous-mêmes les mesures que nous devons prendre. Dépenser moins, dépenser mieux, produire plus. C'est ça la manière de s'en sortir. Ce n'est pas augmenter les impôts. D'autres pays l'ont fait avant nous. Regardez la Grèce, qui était à la ramasse il y a une quinzaine d'années. L'Italie aussi. L'Italie, le Portugal. Ils en sont sortis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait eux-mêmes les efforts que nous refusons de faire. Y compris au niveau de la réforme des retraites. Y compris au niveau de la réforme des retraites. La bonne réforme des retraites, c'est quoi ? C'est de laisser partir les gens à la retraite quand ils veulent. Ils veulent partir à 60, ils partent à 60. À 65, ils partent à 65. À 70, ils partent à 70. Et ils en tirent les conséquences. C'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Alors, on parlera de ça dans les prochains mois. D'abord, avant de parler de la présidentielle, puisque vous l'avez évoqué, les municipales. Quels enseignements vous en tirez ? Est-ce qu'il faut parler d'une victoire de LFI, comme le clame Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, éventuellement aussi d'une victoire du RN ? Et puis il y a cette déclaration de Gérald Darmanin, aujourd'hui dans le Parisien, qui voit dans l'écho trouvé par LFI et le RN au municipal je cite ces termes, une pré-révolution sociale qui pourrait, selon lui, préfigurer un épisode de grand bouleversement politique qu'il s'agit d'entendre pour l'empêcher. Est-ce qu'il est dans le vrai ? Alors d'abord, qui a gagné ? Tout le monde va vous dire, moi j'ai gagné. Vous dites LR a gagné. Ouais, non, mais... tout le monde dit. Il faut regarder. Renaissance a gagné, LR a gagné, PS a gagné, tout le monde a gagné. C'est ce qu'on dit après chaque élection. Moi, je regarde les chiffres. Je regarde les chiffres. Et les chiffres ne mentent pas. Objectivement, le RN a gagné plus de villes qu'il n'en avait avant. C'est une vérité. Il s'est inclus dans un certain nombre de conseils municipaux. Il a plusieurs milliers de conseillers municipaux. Donc, oui, c'est une victoire pour le RN. Est-ce que LFI a gagné de nombreuses villes ? Non. Il y a eu 2 ou 3 exemples très médiatisés, parce qu'ils sont très bons là-dessus. Mais objectivement, il n'y a pas de poussée LFI. Et en plus, il faut préciser les choses. Ils ont repris des villes à la gauche. Mais bien entendu. Une seule à la droite, Roubaix. Mais pire même. Ce qui est frappant, c'est que là où le Parti socialiste a fait des alliances avec le LFI, et ça signifie en bien des endroits, souvent cette alliance a été contre-productive. Donc moi, c'est plutôt un élément positif que je tire. En revanche, les LR restent objectivement la force politique qui gouverne le plus de villes, qu'elles soient grandes ou moyennes. Nous avons échoué dans les très grandes villes à Lyon, Paris, Marseille, certes, mais regardez, le tissu de la France, ce n'est pas Paris, Lyon, Marseille, et les LR sont objectivement ceux qui dirigent le plus de villes. Donc oui, il y a une victoire des LR. Bien sûr. Vous parlez de Paris d'ailleurs. Emmanuel Grégoire, il devient à partir d'aujourd'hui maire de Paris. Vous le saluez ? Bien sûr, moi je salue tous les maires, qu'ils soient de droite ou de gauche. Vous pensez qu'il peut être un bon maire, meilleur qu'aurait pu l'être Rachida Dati ? Je lui suggère de regarder en priorité la dette de sa commune qui me semble extrêmement inquiétante. 10 milliards. Non, mais c'est une folie. Moi, j'ai été maire 25 ans d'une commune, je suis toujours conseiller municipal de celle-ci, la Garenne-Colombe. La priorité des priorités que j'ai toujours eues, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas d'endettement. Parce que quand vous êtes endetté, vous n'êtes pas souverain. Alors, on en vient, je vous repose la question sur ce qu'a dit Gérald Darmanin. Et donc, il voit dans l'écho trouvé par LFI et RN au municipal une pré-révolution sociale. Il est dans le vrai ou pas ? Non, moi, ce qui m'inquiète, ce sont les mouvements de violence qui a eu lieu. On va en parler, mais d'abord, il est pré-révolution sociale. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Bon. En plus, comme je vous l'ai dit, LFI, en réalité, ils ont gagné quasiment rien, donc il ne faut pas en faire des tonnes. Il dit LFI et RN, et il dit il faut pouvoir l'empêcher. Comment on l'empêche ?
Ah bah ça, on l'empêche en étant des gens sérieux. Pourquoi souvent un maire sortant est réélu? Surtout parce qu'il a montré qu'il savait faire, il faisait. Moi, je suis pour les maires qui construisent et qui ne font pas du commentaire. Je suis pour la politique des gens sérieux. Ouais. La politique des gens sérieux. Alors, ce qui n'est pas très sérieux, c'est ce que vous avez commencé à évoquer, ce qui est même quelque part terrifiant, désespérant. C'est que dimanche dernier, au soir du second tour, plusieurs maires sortants battus ont été copieusement insultés, humiliés, chassés de leur mairie par les partisans des maires LFI nouvellement élus. Donc ça a été le cas notamment à Vaux-en-Velin, à Creil, au Blanc-Ménil, à Saint-Denis. Le premier conseil municipal a donné lieu à des scènes de tension extrême, intimidation visant d'anciens maires socialistes, slogan autour d'une Nouvelle-France, référence au FLN, jusqu'à l'injonction par le maire Bali Bagayako d'allégeance des fonctionnaires municipaux au nouvel exécutif. Ma crainte dans cette Qu'est-ce affaire. que ça vous inspire? Est-ce que c'est cela les républiques? Est-ce que c'est cela la démocratie? Ce que ça m'inspire, c'est que manifestement, il y a des gens qui continuent à considérer qu'ils n'ont pas d'adversaires politiques, mais des ennemis. La grande différence la grande différence entre les adversaires et les adversaires, c'est que vous les combattez dans les urnes. Sur des arguments, ça s'appelle la démocratie et c'est sain. Les ennemis, un ennemi, ça se combat jusqu'à la mort, ça se tue. Et la confusion entre adversaire et ennemi, qui est entretenue y compris par des forces de type LFI, elle a pourquoi pour conséquence, c'est que la violence devient légitime. C'est-à-dire que LFI est le parti ennemi de la République? En tout cas, ce que ça a montré, c'est que je crains que dans certains endroits, l'insurrection devient désormais une possibilité réelle dans notre pays. Le fait qu'on violente des maires perdants, et alors, c'est la démocratie, il y a des gagnants, des perdants, est tout à fait révélateur. Mais ça peut déboucher sur quoi? On est à un an de la présidentielle. Qu'est-ce que c'est, la guerre civile? Ça peut déboucher sur ce qu'on a vécu au moment des émeutes avec Naël, ça peut déboucher avec des violences urbaines, oui, ça peut déboucher sur une société très violente. Sur une guerre civile, non, puisque certains dirigeants mais sur des mouvements de violence dans des quartiers qui font que la République est la première perdante, évidemment. Parce que Mathilde Panot et d'autres, les filles ont dit que si le RN arrive au pouvoir, il y aurait une contestation dans la rue. Vous l'avez entendu. Et ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils vont contester par la violence le résultat des urnes. Où sommes-nous? Imaginez que le RN, imaginez que la droite, imaginez que le camp du bloc central manifeste violemment contre un maire LFI élu. Mais LFI, à juste titre, dirait déni de démocratie et hurlerait à raison. Mais c'est ça qu'ils sont en train de faire. On poursuit là-dessus. La France Insoumise est devenue le parti qui parle le plus de race dans l'intégralité du paysage politique. Tout blanc, tout moche, a même constaté Jean-Luc Mélenchon. C'était lors d'un meeting le 18 mars. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que c'est conforme aux valeurs républicaines? Je crois en l'universalisme. Je crois que la République n'est pas une religion ni une couleur de peau. Je crois en Renan. Voilà, Renan expliquait que la nation est un principe spirituel et elle n'est pas ni une religion ni une couleur de peau, ce sont ses propres termes. Et tout ça, ça part de ce qu'a dit, de la stratégie de LFI. Mélenchon qui a fait de la Nouvelle-France le cœur de la campagne municipale des Insoumis, accompagné du mot de nouveau peuple, de grand remplacement et de créolisation de la langue française. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon veut confisquer à son profit une évolution démographique du pays qui fait, et c'est le bouquin de Stefanini qui avait montré ça, que désormais 20% des citoyens français sont nés à l'étranger ou de parents nés à l'étranger. C'est le chiffre qui est donné par Stefanini. Lui en tire une conséquence clientéliste en disant, une partie de cette population, et en particulier la population de culture musulmane, je veux me la confisquer à mon profit, en la victimisant et en lui disant, au fond, tout le monde est votre ennemi, nous sommes vos seuls amis. On va vous dire que c'est des propos racistes. Moi, Non, je suis en train d'exprimer le chiffre de Stefanini et non, mais je préfère vous dire ça. Non, mais moi je crois en fait tout à fait le contraire. J'ai fait même un discours à l'Assemblée nationale en disant aux Français de culture musulmane, vous êtes mes frères en citoyenneté. Et voyez-vous, je pense que la droite, puisque c'est ma famille, mais peut-être d'autres familles politiques, ferait bien de parler à nos concitoyens de culture musulmane. Ce sont mes frères en citoyenneté et je veux leur dire simplement, ne vous laissez pas tromper par des gens qui essayent de vous manipuler. Il n'y a pas de pires ennemis des Français
de culture musulmane que leurs faux amis. Qu'est-ce qu'on aurait dit d'ailleurs si la formule de Mélenchon tout blanc, tout moche avait été inversée? C'est-à-dire, par exemple, prenons On aurait ce dit que cas, c'est du si racisme. Jordan Bardella avait dit, par exemple, tout noir, tout moche, tout juif, tout moche, qu'est-ce qu'on aurait dit? D'abord, on aurait crié à la honte et on aurait eu raison. Mais ce que dit M. Mélenchon, s'il vraiment il l'a dit comme ça, moi je ne l'ai pas entendu, Oui, c'est que c'est du racisme. C'est quoi le racisme? Eh bien, c'est enfermer quelqu'un dans sa race supposée. L'essentialiser à ses origines. C'est à sa couleur de peau, à sa religion. Et évidemment, c'est à combattre. Donc je trouve qu'il a une impunité dans le débat politique. Mélenchon ? Oui, Mélenchon. Qu'il a une impunité qui est assez abyssale. Alors, en 68, vous vous en souvenez peut-être, je n'étais pas très nous étions tous, en tout cas beaucoup le scandaient, des juifs allemands. En 2026, nous sommes tous des enfants de Gaza, comme l'ont scandé les soutiens du nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bakayoko, le soir de son élection. Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, mais je comprends qu'on défende les enfants de Gaza. Moi, j'ai pas de problème avec là-dessus. Vous connaissez les enfants blonds de Göttingen, de Barbara. Je crois, moi, aux enfants de Göttingen. La question n'est pas tant là. La question, elle est que l'antisémitisme était à juste titre une honte il y a 20 ans. Aujourd'hui, l'antisémitisme avance décomplexé, sous des habits qui ne sont pas ceux de l'antisémitisme, ce sont des habits de l'antisionisme, de la lutte contre Israël. Mais on voit bien que... à travers la stratégie des LFI, vous voulez dire. Oui, des gens se sont perdus. Et il y a un antisémitisme qui ne dit pas son nom, mais qui est malheureusement décomplexé. Elle est là, l'évolution profonde. Vous savez, je me souviens dans Primo Levi. Primo Levi raconte que quand il arrive au camp, il a soif, il est dans une baraquement et il décroche un stalagmite qu'il porte à sa bouche pour boire, et l'Allemand, le garde, arrive, lui arrache le bout de glace et lui dit et lui arrache, et donc Primo Levi lui dit mais warum, pourquoi? Et que lui répond l'Allemand? Il dit hier ist kein warum, là il n'y a pas de pourquoi. Et en fait je crois que tout le sujet, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'en fait il n'y a pas de pourquoi. On n'a pas compris ce qui s'était passé. Et en fait, comme nous n'avons pas vraiment compris ce qui s'était passé, pourquoi l'antisémitisme avait explosé dans les années 40, il n'y avait pas de raison particulière, eh bien, nous sommes condamnés à subir un nouvel antisémitisme qui, certes, arrive caché. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est d'autant plus dangereux. Alors, au passage, le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bakayoko, annonce une plainte après la diffusion sur CNews d'une séquence jugée raciste par plusieurs responsables de LFI et de gauche d'ailleurs, ce que la chaîne récuse en dénonçant une polémique infondée. Mathilde Panot a saisi l'ARCOM, y voyant une comparaison entre M. Bagayoko et un singe et un chef de tribu. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, j'en pense pas grand-chose. Je trouve que... Alors, j'ai lu l'intervention du gars en question, qui manifestement... Un intervenant de CNews. Ouais. Alors, le fait qu'il se soit excusé, je crois, quelques minutes ou quelques heures plus tard, montre il a modéré ses propos. Oui. Bon, ça signifie que s'il a modéré ses propos, c'est que ses propos n'étaient pas immodérés. Ouais. Donc il aurait mieux. Mais ça mérite sanction, ça veut dire? En tout cas, il aurait mieux fait de se taire. Le juge verra. Écoutez. Voilà. Ouais. En tout cas, en tout cas, il aurait mieux fait de se taire. Oui, c'est sûr. On en vient à la présidentielle. Candidat déclaré à l'élection l'année prochaine, Bruno Retailleau continue de mûrir son projet sans se soucier d'une éventuelle primaire. Est-ce que c'est la bonne méthode? D'abord, il est normal que les Républicains aient un candidat. Ouais. Ça, c'est normal. Alors, ça peut être Retailleau. En tout cas, Bruno Retailleau, il affirme qu'aucun candidat macroniste ne sera élu. Il exhorte les Républicains à présenter un candidat LR autonome. Et il a d'ores et déjà prévu d'interroger les adhérents de votre parti, les Républicains, en avril, par un vote électronique pour, semble-t-il, rendre sa candidature irréversible. Est-ce qu'il a choisi la bonne méthode? Est-ce qu'il est certain de pouvoir imposer sa candidature sur le long terme? Il a raison sur le fond, parce qu'il faut que les Républicains aient leur candidat. Je pense que c'est une erreur sur la forme. Et d'ailleurs, au bureau politique, je n'ai pas voté, moi, cette disposition. Pourquoi? Erreur sur la forme ou sur le fond? Non, sur la forme. Parce que la forme, elle implique le fond. Non. La forme, c'est quoi? C'est le mode de désignation. Les choses sont assez simples. S'il y a 2, 3 ou 4 candidats du bloc central, y compris des Républicains, en fait, personne ne sera au second tour. C'est pour ça que je parlais du fond. Oui. Donc, la seule solution, et je l'ai écrit, je le dis, et je le répète encore devant vous, la seule solution, quels que soient ses défauts, c'est une primaire largement ouverte à tous ceux qui partagent un certain nombre de valeurs, on va dire tout le bloc central. Tout le monde peut se présenter
Et puis, on départage le meilleur, ce qui fait que vous aurez embarqué les électeurs et ils seront emmenés dans une aventure. Donc, ça veut dire plusieurs millions d'électeurs. En 2017, il y avait 4 millions de personnes qui avaient voté. Ouais. Ça donne une force formidable. Alors évidemment, ça, ensuite, les chagrins François Fillon qui nous disent ah bah oui, mais Fillon, ça lui a pas réussi. Ouais. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Si Fillon a finalement échoué, ce n'est pas à cause de la primaire, c'est à cause des costumes et des affaires qui ont suivi. On sait très bien que c'est pour ça. Et by the way, si je puis me permettre cette expression française, François Fillon a échoué à très peu de voix. Ouais. Et donc, on voit bien qu'en fait, la primaire avait été un accélérateur. Et je le compare à la primaire qui a suivi en 2021, à laquelle moi j'avais participé, qui était une primaire en fait totalement fermée simplement aux adhérents des LR. La conséquence, c'est qu'on a fini à 5% ou 4%. Et donc, là, vous parlez de Valérie Pécresse. Oui, je crois que il faut élargir le corps électoral. Si on élargit le corps électoral, si on impose à tous les candidats du bloc central ce dispositif, ils seront obligés de s'y soumettre. Ça veut dire que ce que s'apprête à faire Bruno Retailleau en avril, c'est-à-dire un vote des militants par voie électronique, ça va vers l'impasse. Alors ça va vers l'impasse s'il n'y a pas une deuxième étape. Il peut y avoir une deuxième étape qui est à l'automne. En tout cas, moi, je plaide pour cela. Une fois que les LR auront désigné leur candidat, et encore une fois, il est légitime que les LR aient leur candidat, il faut ensuite que nous soumettions à une disposition collective avec les autres. Non, mais, attendez, on précise les choses. Avec les autres, ça veut dire... Est-ce que ça veut dire de qui à qui? Avec quel candidat? Écoutez, si les LR ont leur candidat, c'est Retailleau, admettons que ce soit Retailleau. Si Horizon a son candidat, admettons que ce soit Philippe. Si Renaissance a son candidat, admettons que ce soit Attal. Déjà, ces trois-là, vous rajoutez Xavier Bertrand, David Lisnard, Michel Barnier, enfin, ils sont nombreux à vouloir le faire, et il n'y a aucune chance qu'on soit au second tour. Donc la seule solution, c'est que les gens... et ils ne se remettront pas, évidemment, d'accord. Ils ne se mettront pas d'accord. C'est votre ami, entre guillemets, Laurent Wauquiez, qui dit qu'il faut que la primaire aille de Gabriel Attal à Sarah Knafo. Oui, j'ai entendu ce qu'il a dit. Moi, je pense que si on commence à donner des noms, on est cuit. Non, mais Sarah Knafo, elle fait partie de votre famille ou pas? Si on donne des noms, on est cuit. Ouais. Il faut... je pense que toute personne qui signera une charte des valeurs avec des engagements sur un programme pourra y participer. Qu'il s'appelle Dupont-Duran, Knafo, Wauquiez ou Attal, mais il faudra signer une charte des valeurs. Et on verra qui signe la charte des valeurs. Et avec quoi dans ces valeurs? Eh bien, ça fait l'objet d'un débat politique. Alors, moi, je pense que la France que nous aimons, la compétitivité, une règle d'or pour que le déficit enfin diminue, la place de la France dans l'Europe, place de la France dans l'Europe. Est-ce que nous sommes ou pas membres de l'Union européenne à part entière et pas des euros grincheux? Tout ça, ça fait partie des critères de choix. Alors, il y a un événement aujourd'hui, c'est ce sondage Elab sur la présidentielle publié par la Tribune dimanche. Il apparaît... C'est en tout cas ce que je ressens comme un tournant dans la perspective de 2027. Édouard Philippe y apparaît en effet comme le mieux placé pour accéder au second tour de la présidentielle face à un candidat RN, et quel que soit le scénario testé. Et le patron d'Horizon, l'ancien Premier ministre, recueillerait donc entre 20,5 et 25,5% des intentions de vote et serait capable, il est donné gagnant face à Bardella ou Le Pen au second tour. Alors que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Quels enseignements il faut en tirer? Quels enseignements vous en tirez? Alors, premièrement, c'est un sondage un an avant l'élection. Oui, mais il y en a eu d'autres qui disaient... Non, mais j'en tire pas grand-chose. Ouais. Mais je vous dis, moi, très simplement, en tant que responsable politique, je veux qu'on gagne. Voilà. Donc, que le candidat s'appelle Retailleau ou Philippe, ou ce que vous voulez, moi, je veux... Ou Attal ou Darmanin. Moi, ou Attal ou Darmanin, je veux gagner. Voilà, c'est simple. Et vous pourriez voter Philippe? Et je voterai évidemment Philippe. Ouais. Mais il n'y a aucun choix. Non, ça peut être un bon président, Philippe? Je l'espère. Mais mon inquiétude... Il a la carrure, il a le charisme. Il a été Premier ministre, il a de l'expérience. Aujourd'hui, il faut de l'expérience. Non, mais vous pouvez voter Philippe. Mais évidemment, évidemment. Mais il vient de LR. J'ai pas de sujet. De toute façon, la plupart, entre nous, ils viennent de LR. La plupart, quand vous regardez, les meilleurs viennent de LR. Non, mais oui, c'est vrai. Regardez, les meilleurs viennent de LR. C'est qui les meilleurs? C'est Darmanin? Non, mais bien sûr, Darmanin, Philippe Le Cornu, ils étaient tous chez nous, tous ces gens-là. Ouais. LR, de toute façon, je pense qu'on n'a pas. Heureusement, nous n'avons pas de LR à LFI. On doit avoir quelques LR qui sont au Rassemblement National. Oui, on a quelques LR. Et vous savez, on a même des LR qui sont au LR. Donc on a aussi le choix chez nous. Ah, vous-même, vous vouliez être candidat à la présidentielle? Mais vous pourriez être candidat, c'est possible? Je ne vais pas rajouter du trouble au trouble. Non, mais encore une fois, si Philippe gagne, tant mieux. Mais le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui... Oui, vous dites, si je peux voter avec Philippe. Mais évidemment, je voterai Philippe si voterai AIS ou AI? Je voterai AI.
Aïe. Si Philippe est en... Je voterai, quel que soit le candidat, y compris Philippe, si le candidat peut gagner. Mais ma crainte, c'est que si vous avez... La crainte, c'est que si vous avez Retailleau, plus Philippe, plus Attal, plus Bertrand, plus Lisnard au premier tour, vous n'aurez personne au second tour. Ça veut dire que c'est un crash test. Ça veut dire que tout se joue au premier tour et pas au second tour. Et donc, la question du second tour n'est pas la bonne. Et au plus tard quand? Le plus tôt possible. Avant l'été? Non, c'est pas possible. Voilà. Techniquement pas possible. Mais non, les primaires, en général, elles se règlent en novembre-décembre. Donc, on aura un petit peu plus de temps. Merci en tout cas, Philippe Julien, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Et à dimanche prochain. Et je précise que votre équipe a remporté l'élection municipale à la Garenne-Colombes. À 63%. Au premier tour. Merci.